Pendant des siècles, le monde a accepté une histoire des origines simples. La syphilis aurait éclaté en Europe avec Christophe Colomb traversant l'Atlantique dans le corps de marins revenus avec bien plus que de l'or et de nouvelles cartes. Les historiens désignaient l'épidémie de Naples en 1495 comme la preuve définitive, le moment où une maladie terrifiante semblait se matérialiser de nulle part. Mais lorsqu'un fragment d'ADN ancien est apparu dans des ossements trouvés en Lituanie, cette chronologie s'est fissurée. Les preuves suggéraient quelque chose de plus ancien, bien plus ancien que l'ère des grandes explorations. Si la syphilis existait déjà en Europe avant que Colomb ne prenne la mer, alors l'histoire que nous répétons depuis des générations est incomplète. Et plus les scientifiques ont creusé, plus le véritable passé de la maladie a commencé à émerger du sol sous nos pieds. L'épidémie de Naples est la naissance de la théorie de Colomb. À l'hiver 1494, Naples est devenu le théâtre de l'un des désastres médicaux les plus déconcertants de l'histoire. Des soldats, revenant de la campagne française, entraient en ville en titubant, porteurs d'une maladie qu'aucun médecin ne reconnaissait. Leur corps se couvrait d'ulcères, la peau se détachait du visage et des membres. Des hommes qui semblaient en bonne santé, quelques jours plus tôt, devenaient méconnaissables en l'espace d'une semaine. Les chroniqueurs ont décrit l'affection avec effroi, notant la rapidité avec laquelle elle se propageait et la violence avec laquelle elle défigurait ses victimes. Des milliers de personnes moururent et les survivants restèrent marqués et isolés. Les médecins européens désespérés de trouver des indices ont passé en revue les textes anciens, mais rien chez Hippocrate ou Galien ne ressemblait aux symptômes qui se développaient sous leurs yeux. Même des maladies comme la lèpre ou la peste ne correspondaient pas à la brutalité de ce nouveau fléau. Dès 1496, le médecin vénitien Niccolò Massa a conclu que la maladie était totalement nouvelle en Europe. Et en 1530, l'érudit Girolamo Fracastoro a scellé son infamie en lui donnant un nom, syphilis, à travers un poème sur un berger puni par les dieux. L'histoire a renforcé la croyance populaire selon laquelle cette horreur était une malédiction divine. Cependant, l'absence de cas médiévaux clairs a renforcé une autre théorie, celle d'un pathogène étranger ayant soudainement franchi les frontières européennes. Le moment semblait trop parfait pour être ignoré. L'équipage de Colomb était revenu des Amériques juste avant l'épidémie de Naples. Les rumeurs se sont propagées rapidement. Les marins avaient ramené avec eux une maladie dévastatrice inconnue des Européens. À mesure que l'épidémie s'aggravait, les nations ont commencé à se rejeter la faute. Les Italiens l'appelaient le mal français. Les Français blâmaient Naples et d'autres insistaient sur le fait qu'elle venait de l'étranger. Malgré ces disputes, un récit s'est imposé sur les autres, la syphilis venait du Nouveau Monde. Pendant des siècles, cette explication est restée solide. La chronologie était claire, les preuves semblaient convaincantes, et personne n'imaginait que les origines de cette maladie puissent remonter des milliers d'années plus loin dans l'histoire humaine. Un squelette lituanien bouleverse l'histoire. Dans un laboratoire calme du sous-sol de l'Institut Max Planck, une petite boîte contenant des os provenant d'un cimetière en Lituanie est arrivée avec des attentes modestes. La datation au radiocarbone les situait au début du XVe siècle, des décennies avant l'arrivée de Colomb aux Caraïbes. La docteure Kirsten Voss, connue pour ses contrôles stricts contre la contamination, a dirigé l'analyse. Travailler avec de l'ADN ancien est risqué. Une seule molécule moderne peut ruiner tout un projet. Ce risque est presque devenu réalité lorsque l'équipe a détecté un lot de réactifs contaminés. Tout s'est arrêté. Les échantillons ont été écartés, les outils stérilisés et l'extraction a recommencé à zéro. Ce contretemps les a conduits à adopter une nouvelle méthode promue par le bioinformaticien Martin Sicora, la préparation de bibliothèques simple brin. Contrairement aux techniques précédentes, elle permettait de récupérer des fragments trop endommagés ou trop courts pour le séquençage traditionnel. Lorsque l'équipe de Voss l'a appliqué, le changement a été immédiat. Les faibles murmures d'ADN tréponémique ont commencé à se renforcer, fragment après fragment émergeant du silence des siècles. Ce qu'ils ont récupéré les a stupéfaits, un génome presque complet de Treponema pallidum, la bactérie responsable de la syphilis et de ses proches parents.
Si c'était authentique, cela signifiait quelque chose d'extraordinaire. La maladie tréponémique existait en Europe avant que Colomb ne prenne la mer. Le génome lituanien a été rigoureusement authentifié par les modèles caractéristiques de dommage de l'ADN ancien éliminant la possibilité d'une contamination moderne. Contre toute attente, une maladie que l'on croyait exportée depuis le Nouveau Monde avait laissé des traces génétiques profondes dans le sol européen. Cette découverte n'a pas clos le débat, mais elle a démoli la ligne temporelle propre et linéaire que les universitaires acceptaient depuis des siècles. Des pathogènes similaires à la syphilis circulaient en Europe avant 1492. L'hypothèse de Colomb, autrefois incontestable, était donc incomplète. Les chercheurs en Europe et en Amérique du Nord ont pris note. La technique de Sicora n'a pas seulement renforcé cette découverte, elle a transformé tout le domaine, offrant un modèle pour récupérer d'autres pathogènes insaisissables à partir de restes dégradés. Ce qui a émergé de ce squelette lituanien était plus qu'un génome. C'était le premier signe clair que les origines de la syphilis étaient plus anciennes, plus enchevêtrées et bien plus mystérieuses que quiconque ne l'avait imaginé. L'avancée d'Oaxaca et l'éthique de l'ADN ancien. En 2022, sous le soleil implacable de midi à Oaxaca, l'archéologue Lena Miro a fait face à une course contre la montre. Elle se tenait près d'une tombe fraîchement ouverte, pleinement consciente que chaque degré supplémentaire de chaleur pouvait effacer des siècles d'histoire moléculaire. Les environnements tropicaux ne pardonnent pas l'humidité, pénètrent l'os, les bactéries envahissent chaque pore, et les fragments d'ADN se désintègrent avant même que les chercheurs ne tentent de les extraire. Les protocoles de terrain standard sacs plastiques, glaciaires, glaces sèches étaient inutiles face à la chaleur émanant du sol. Au lieu de renoncer, Miro a improvisé. S'inspirant des techniques médico-légales utilisées dans les zones de catastrophe, elle a enveloppé les restes dans de la gaze stérile, les a scellés dans des sacs sous vide et les a réenterrés dans une fosse ombragée où la température restait plusieurs degrés plus basse. Ce microclimat temporaire a donné à son équipe une marge de manœuvre cruciale. Mais la préservation n'était que la moitié du défi. Prélever des échantillons de restes anciens sur des territoires indigènes exigeait consentement, transparence et limites strictes. Miro a travaillé sous des accords permettant d'extraire uniquement une dent ou un fragment minime pour analyse destructive, chaque étape étant approuvée directement par des représentants de la communauté. La pulpe dentaire était la cible. Cachée au plus profond des molaires, elle protège les résidus moléculaires d'infection ayant affecté la personne de son vivant. Cependant, l'ADN tropical est notoirement fragile. Même les fragments les plus minuscules s'effritent souvent au-delà de toute reconnaissance. Heureusement, les avancées inspirées par les recherches sur la peste et la tuberculose en particulier, la préparation de bibliothèques simples brins, ont permis de récupérer des séquences d'à peine 30 paires de bases. Le processus exigeait des salles blanches impeccables, une stérilisation au UV et des contrôles négatifs constants. Pourtant, le succès était rare, mais dans un cas provenant d'une sépulture précolombienne, le succès est apparu comme un signal ténu, quelques fragments survivants de la bactérie en spirale Treponema. C'était suffisant. Cette détection unique a prouvé qu'avec la bonne combinaison d'ingéniosité sur le terrain de collaboration éthique et de précision moléculaire de pointe, l'ADN de pathogènes anciens pouvait être récupéré même dans les environnements les plus hostiles de la planète. Le travail de Miro a établi une nouvelle norme respect des communautés innovation sur le terrain rigueur en laboratoire et une voie pour révéler des secrets que l'on croyait à jamais perdus. Le squelette de 5500 ans qui réécrit l'histoire de la maladie. Dans un abri sous roche surplombant la savane de Bogota, des archéologues ont découvert les restes silencieux d'une jeune femme décédée il y a plus de 5 millénaires. Rien dans sa sépulture ne suggérait un lien avec l'un des pathogènes les plus persistants de l'humanité. Mais à l'intérieur d'un fragment d'os cortical, les chercheurs ont trouvé les traces les plus anciennes connues de Treponema pallidum. La datation au radiocarbone a situé sa mort entre 3600 et 3400 avant notre ère, bien avant l'histoire écrite, bien avant les villes, et étonnamment loin de la ligne temporelle ordonnée autrefois attribuée à la syphilis. Le génome extrait de ces restes étiqueté T13
a fait bien plus qu'étendre l'histoire de la maladie, il l'a fracturée. Le séquençage génétique a révélé que T13 appartenait à une branche qui s'est séparée des ancêtres de la syphilis moderne, le pian, le bégel et la pinta, il y a près de 13 700 ans. Cela signifiait que l'arbre généalogique tréponémique est né alors que les humains vivaient encore comme des chasseurs-cueilleurs dispersés des siècles avant que l'agriculture ne transforme le monde. Les réseaux d'échanges dans les Amériques bien établis entre 3200 et 2800 avant notre ère offraient une voie aux pathogènes pour parcourir de longues distances, voyageant de communauté en communauté, avec l'obsidienne, les coquillages et les récits. La maladie, ont compris les chercheurs, n'a pas attendu les navires coloniaux. Elle s'est déplacée à travers les migrations, les interactions quotidiennes, les outils partagés et le mouvement constant qui caractérisait la vie ancienne. Pour vérifier l'ancienneté du génome, les scientifiques ont combiné la calibration au radiocarbone avec une datation bayésienne de divergence comparant les mutations de T13 avec celles trouvées dans les souches modernes. Les résultats étaient clairs et irréfutables. La maladie tréponémique n'était ni une arrivée récente, ni une importation transatlantique. Elle évoluait aux côtés des humains depuis la préhistoire profonde, façonnant notre espèce, tout en s'adaptant à chaque nouvel environnement et changement démographique. La découverte de T13 n'a pas seulement réécrit la chronologie de la syphilis, elle a exposé une relation ancienne et entrelacée entre les êtres humains et un pathogène beaucoup plus vieux et complexe que ce que les universitaires avaient jamais imaginé. La publication du génome complet de T13 a transformé une découverte fragmentaire en un portrait intégral d'un pathogène ancien. Son analyse a révélé une lignée qui s'était séparée des ancêtres de la syphilis moderne et de ses parents il y a près de 13 700 ans, une divergence évolutive qui se superpose directement au passé profond de l'humanité. Le génome de T13 conservait un ensemble d'outils moléculaires lui permettant d'infecter et de persister chez des hôtes humains, y compris des membres de la famille génique TPR des protéines, qui aident le tréponéma à échapper à la détection immunitaire et à s'adapter à des environnements changeants. Un gène en particulier, TPRC, montrait des différences subtiles par rapport à ses formes modernes. Ces variations suggéraient une ancienne conversation évolutive entre les humains et les bactéries tréponémiques, une dynamique dans laquelle chacun façonnait les stratégies de survie de l'autre. Les résultats ont suggéré que des souches précoces comme T13 auraient pu se transmettre par contact cutané de manière similaire aux piens actuels, plutôt que de dépendre exclusivement de la transmission sexuelle. Si tel était le cas, les infections tréponémiques anciennes auraient pu être chroniques, récurrentes et largement répandues parmi les populations primitives. Mais l'équipe a également rencontré des énigmes. Sans ADN humain ancien provenant du même site, les chercheurs n'ont pas pu déterminer si les communautés préhistoriques avaient développé des défenses génétiques contre le pathogène ou si T13 prospérait précisément parce qu'il réussissait à échapper constamment au système immunitaire. Le génome a fonctionné comme un registre fossilisé de potentiel révélant des capacités d'infection, mais pas l'histoire complète de la façon dont la maladie se manifestait il y a des milliers d'années. Pourtant, T13 a offert quelque chose d'inédit, une base de référence pour comprendre comment les maladies tréponémiques ont évolué. Pour les cliniciens et les biologistes de l'évolution, il est devenu un point de référence crucial, un rappel que les pathogènes modernes conservent des échos de stratégies ancestrales forgées dans les premiers chapitres de l'histoire humaine. Comment les pathogènes anciens façonnent de la maladie moderne ? La découverte d'ADN ancien de tréponème oblige la médecine à repenser des hypothèses qui pendant longtemps semblaient immuables. Pendant des générations, la syphilis a été définie comme une infection strictement sexuelle, décrite dans les manuels comme un pathogène dépendant du contact intime pour se propager, mais les preuves apportées par T13 et des échantillons précolombiens antérieurs brouillent cette frontière. Les souches anciennes ont pu se transmettre par un contact cutané occasionnel, fonctionnant davantage comme le pien ou le bégel. Au lieu d'une division nette entre les maladies tréponémiques, vénériennes et non vénériennes, les scientifiques observent désormais un spectre façonné par le climat, la structure communautaire et le comportement humain au fil des millénaires. Ces génomes anciens redéfinissent également l'histoire de la résistance aux antibiotiques.
les mutations modernes de résistance, comme la variante A 2058G dans le gène 23S de la R. NR ne sont apparus qu'après l'introduction des antibiotiques au XXe siècle. Leur absence dans les souches anciennes confirme que la course aux armements médicaux actuels est un phénomène récent. Cependant, les technologies de séquençage utilisées pour retracer les origines profondes de la syphilis permettent désormais de suivre l'évolution de la résistance chez d'autres pathogènes, offrant des connaissances qui pourraient aider à prédire et à prévenir de futures crises. La paléogénomique est devenue un outil crucial pour les détectives médicaux. Les mêmes méthodes qui ont révélé T13 ont ressuscité les génomes de victimes de la peste dans l'Europe médiévale et de cas de tuberculose à travers les siècles. Chaque séquence d'ADN ancien élargit notre compréhension de la manière dont les maladies s'adaptent, migrent et réapparaissent. Et à chaque nouvelle découverte, l'histoire de la santé humaine cesse de se concentrer sur des foyers isolés pour devenir le récit d'histoires évolutives longues et entrelacées. À mesure que les chercheurs continuent d'extraire des secrets génétiques de restes anciens, la médecine obtient une vision plus claire de la provenance des épidémies actuelles et de leur direction probable. Dans des os enterrés depuis des millénaires, repose une carte de notre avenir biologique. Les révélations issues de tombes en Lituanie de camps tropicaux et d'un squelette colombien vieux de 5500 ans ne laissent aucune place au doute. La syphilis n'a jamais été un envahisseur soudain, mais un ancien compagnon entrelacé dans le passé profond de l'humanité. Chaque génome récupéré éloigne l'histoire du récit ordonné lié à Colomb et la rapproche d'une relation complexe et évolutive qui couvre des continents et des millénaires. L'ADN ancien a transformé les os en archives, révélant comment les pathogènes s'adaptent et comment nous répondons à notre tour. Et à mesure que les outils de séquençage se perfectionnent, d'autres découvertes attendent sous nos pieds. Infections oubliées, lignées perdues et indices sur les épidémies à venir. Le passé n'est plus silencieux. Il guide l'avenir de la médecine. Molécules récupérées après molécules.